Merci d'être avec nous sur l'espace de la Coupe du Monde de pâtisserie. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, la glace ne laisse pas de froid. Je vois que les gradins sont pleins. Les gradins qui ont augmenté en taille depuis la dernière édition. Merveilleux, fabuleux. Je crois que ça va se remplir d'ici ce soir aussi, complètement. Donc, merci au public d'être fidèle. Depuis sa création, la Coupe du Monde s'est toujours voulu une compétition ouverte à toutes et à tous. Bien, vous le voyez avec toutes les équipes nouvelles. Il est vrai qu'il y a 3 nouvelles équipes, le Guatemala, Philippines et l'Algérie. Depuis ce matin, les équipes sont là, ont commencé à 6 h du matin. La tendance, on peut dire qu'on ne peut pas la voir. Tout le monde est attentionné, tout le monde est concentré dans son travail, mais on va commencer les dégustations et là je pense qu'on va commencer à sentir la pression qui va monter. Si la dégustation est à la hauteur de la présentation, nous allons assister à une finale assez merveilleuse. Quelle émotion depuis hier matin, pendant toutes ces journées, avec des rires, des pleurs, des soucis, du stress. Et tout va se résoudre dans quelques minutes. Allez, 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 allez! Et vous découvrez une 14e Coupe du Monde avec 21 nations qui nous ont régalés pour le palais, pour les jurys qui ont dégusté, et régalé par les yeux pour celui qui a admiré les buffets et les pièces en glace à l'entrée. Le temps est venu de remettre les 3 médailles de bronze, d'argent et d'or aux équipes qui vont se retrouver sur le podium. La médaille de bronze va à États-Unis. USA! USA! Congratulations, you have won a bronze at the World Pastry Cup. Mesdames et messieurs, la deuxième marche du podium. Le Japon. Oui, dis donc, c'est vrai, il n'y a rien dans l'enveloppe. Rien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu décides. On décide? L'Italie. Magnifiques images vraiment de cette belle victoire de l'équipe d'Italie. Eh bien écoutez, mon enchaînement est tout fait puisque nous avons un chef italien, figurez-vous, qui va prendre les commandes de la cuisine de la Web TV du Sira. Aujourd'hui, je reçois Denis Imbrosi. Bienvenue Denis dans cette cuisine. Mais oui, on s'embrasse. Ouais. On va faire claquer les micros. Moi aussi. Écoute, bravo à l'Italie pour sa belle victoire. Oui, c'est vrai. Même. Fier, en plus Fier. italien, aussi là, quoi, en France. Bon, ensemble, on va se faire une recette italienne, j'imagine. On va rester dans le thème. Oui. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu es le chef, le sous-chef du restaurant Le Jules Verne à Paris et que tu vas monter ton restaurant. Exactement. C'est ça, dans le pas longtemps, projet. normalement, le mois d'avril, voilà, j'ouvrirai mon propre restaurant. Je vais l'appeler Ida. C'est le prénom de ma soeur en fait. Oh, c'est joli ça. C'est lié aux origines italiennes, voilà, aussi aux pâtes. Donc on revient aux sources. Et voilà, je voulais vraiment donner ces côtés italiens à Paris. Quoi. Génial. Je pense qu'il manque un restaurant comme ça. Voilà.
Je suis d'accord. Tu auras la première cliente. Alors, Denis, on y va, on est parti. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces pâtes? Aujourd'hui, ben, là, on a toute la palette des ingrédients, Ouais. en fait. C'est joli. Donc, on va faire des pâtes de saison. Une pâte fraîche, c'est des fettuccine à base de farine de châtaigne. Ok. Donc, en Italie, on fait des pâtes fraîches et sèches, comme dans le monde entier. Oui. On n'est pas les seuls. Il y a aussi les Chinois, par exemple. Bien sûr. Et donc, la différence entre une pâte sèche et une pâte fraîche, c'est aussi une question d'humidité. Donc, là, on a une pâte fraîche, on a 12% plus d'humidité qu'une pâte sèche. D'accord. Et aussi la période d'essiccation, dans le sens, une pâte sèche est séchée entre 4 et 72 heures. Donc, les pâtes fraîches, c'est encore plus bon. Ça dépend après les goûts, hein. Tout est bon en même temps. Donc, la cuisine italienne est facile. Tant que ça s'appelle pâtes, c'est bon. Exactement. Voilà. Et en plus, tu sais, moi, j'étais éduqué. Ma maman, elle me faisait manger des pâtes tous les midis. Hein. C'est vrai. Ah ouais, donc, pour moi, c'est les pâtes, c'est les midis, tous les midis. Et tu continues aujourd'hui d'en manger tous les jours. Et c'est ce que je vais faire aussi dans mon restaurant. C'est vrai. Tous les jours, à midi, que des pâtes. Que des Sans pâtes. gluten, végétarienne, à base de viande, des raviolis, des gnocchis, des pommes de terre. Voilà. Donc, parfait. Alors, fettuccine à la châtaigne. Oui. On a des betteraves cuites sous vide, ok. des petites et des grandes. Mhm. Des baby poireaux. Oui. Ensuite, on a de la burrata. Très bien. Donc, Qu'est-ce je sais que c'est pas bon ça? Si vous connaissez la burrata. On va l'expliquer. On va Voilà, le burrata, réexpliquer. C'est originaire des Pouilles. Et en fait, c'est la crème de la mozzarella. Donc, c'est très. On va voir après, on va l'ouvrir. Exactement. Et ça, on va la mettre juste à la fin sous les pâtes. Il va fondre un petit peu. On a aussi du Grana Padano. Oui. C'est les DOP les plus vendus au monde. C'est un grand fromage à pâte dure. Moi, j'apprécie beaucoup. Pour lier les pâtes, c'est génial. Ouais. Et ensuite, pour finir l'assiette, on a des pousses de moutarde, des endives, des radis red meat. Donc, à la base, l'intérieur est vert. Quand on coupe en deux, en fait, c'est beau. Il est rouge et il est rose, oui. Donc, on a une belle palette de couleurs. Ah oui, carrément. C'est ça ta cuisine, hein. Elle est colorée, elle est vivante. Il faut comme toi. Moi aussi, je me suis transformée en radis. Toi, on va faire un thème aussi, tu vois. Alors, premier geste, Denis, premier pour geste. ta recette. Alors, on va couper très finement. Donc, ça va être simple. Hein. On va faire une petite sauce. On enlève un peu la racine. Avec ces baby poireaux. Exactement. Dis par toi avec ton petit accent, c'est tout de suite plus mignon. C'est vrai, baby poireaux. Oh. Alors, donc, toi, voilà. de toute façon, la cuisine, c'est dans les gènes, hein, parce que tu as commencé à cuisiner avec ton papa. Exactement. Mon papa, c'est une histoire de famille, parce que Bah mes oui. grands-parents aussi, Oui, ils avaient un restaurant dans le sud d'Italie. d'accord. Et donc, mon papa, il travaillait là-bas jusqu'à l'âge de 27 ans. Ouais, Ensuite, on va venir sur la poêle. On va mettre un peu d'huile de noisette. d'accord. Tu chauffes l'huile de noisette? Oui, Tu un cuis petit avec? peu, oui. C'est vrai qu'on peut de l'arôme, mais on va rajouter aussi à la fin. Ok. Et je préfère tout faire avec. Donc, tu vois. Maintenant, je vais prendre un gant. Ouais. Comme tu vois, j'ai filmé quand même un côté de la planche. Oui, parce Parce que que la betterave, ça tâche. ça tâche, oui. Mm, mm. C'est méchant. Oui. Même les mains et tout, la peau. Après, c'est long à partir, en tout Exactement. cas. Ah ouais, ouais. Donc, on va prendre une belle betterave. Mhm. On va couper en dés. Ouais. Donc, comme je disais, oui, une histoire des familles parce que mon papa ensuite est parti en Suisse pendant 10 ans. Ouais. Il était cuisinier. Après, mes parents ont divorcé, donc Ouais. j'ai décidé de partir chez mon père. Et c'est lui qui m'a appris la cuisine à partir de l'âge de 14 ans. tu vois. D'accord. Ah oui. C'était ma seule façon en fait de passer du temps avec lui. Oui, il y en a qui font du foot, toi, tu as fait de la cuisine. Exactement. tu vois. Pourtant, en Italie, le foot, c'est aussi Voilà, important. c'est ça. Pour moi, c'était la cuisine. Oui. Et donc, au début, voilà, c'était pour jouer en fait. Oui. Et ensuite, c'est devenu une vraie passion. Mhm. Et j'ai commencé à voyager un peu en Italie. J'avais la chance, en tout cas, d'avoir mon papa qui avait beaucoup de contacts dans les restaurants Ouais. étoilés. Et donc, j'ai démarré tout de suite, quoi. Et depuis, voilà, la France, pour moi, c'était les coups de cœur, l'amour, quoi. Mais comment dire, c'était un passage obligé parce que tu voulais un petit peu élargir le spectre de tes connaissances. Tu pensais que ça faisait partie aussi de cette formation de venir en France? Ben, c'est sûr, oui, parce que tous les chefs avec qui j'ai travaillé en Italie Ouais. ont tous travaillé sur la Côte d'Azur à Monaco au Louis XV, à ouais. Paris, voilà, dans les grandes brigades. Donc je me suis dit, si un jour j'ai envie de devenir mieux qu'eux, Il faut que il j'y faut aille que je aussi. fasse exactement. Sauf qu'à la base, je me suis dit, j'y vais 6 mois, j'y vais 1 an, Ouais. et là, ça fait 5 ans que je suis en France. tu vois. Ah oui, tu repartiras pas. Ah non, là, c'est parti pour rester. Ah, c'est Je dingue. pense qu'on a un cap au bout de 5 ans. Oui. On s'est dit, soit on revient en Italie, voilà, Oui. soit on reste à Paris, on s'installe, et j'ai décidé de m'installer à Paris. Ok. Mais qu'est-ce qui te plaît en France?
Ben, je pense que les Français, c'est des grands gastronomes, on peut dire ça. Oui, oui, on peut le dire. dire. Ils aiment bien manger, ils aiment bien tout goûter. Oui. Ils ont une mentalité plus large, une vision plus ample. D'accord. Voilà, que les Italiens, je pense. Ouais. Nous, en Italie, on est plus traditionnel, on est plus classique. En Paris, par exemple, on peut les manger un jour chinois, un jour japonais, un jour italien, un jour français. On est polyvalent, si on peut dire ça en cuisine. Bien sûr. Donc on va rajouter les betteraves. Ok, donc la betterave cuite que tu refais. Exactement, je vais faire les venir, tout à fait. Voilà. Ok, avec tes petits poireaux. Exactement. Et en même temps, toi, je vais récupérer un petit peu de jus de cuisson des betteraves. Les betteraves ont été cuites sous vide. Oui. Donc je récupère le jus de cuisson. Oui. Et ensuite, on va les emulsionner avec un peu d'huile de noisette. Et on va aussi l'utiliser pour lier les pâtes. Ok, mais là, il n'y a pas que le jus de cuisson. Oui, il y a un peu de crème. Ah, voilà. On me la fait pas. Hein. Attends, mais attends. C'est beau cette couleur, ça c'est bien hein, pour faire manger les légumes aux enfants, ça. Je vais te dire, le rose princesse, là comme ça marche. Ça marche, oui. Ah bah oui. Ça doit marcher avec les filles aussi, la cuisine, non? Beaucoup. Mon petit doigt qui me le dit. C'est vrai ça ou pas? Hein bah, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, non, ça c'était une blague, mais on m'a dit ça, téléchef à ravioli. Ah bon? À ravioli. Ah oui, d'accord. C'est un jeu de mots quoi. Ah, oui, très bien. Voilà, j'ai kiffé, je dis bon écoute, je vais te la piquer cette expression. Quelle réputation. Ah là là. Non, c'est vrai que la France, Paris, surtout Paris, moi j'adore, je ne vais plus la quitter comme ville. Bon, eh ben écoute, tu es le bienvenu. Bon, merci. Qu'est-ce que tu rajoutes là? Donc ça, c'est les baby betteraves. Ah ouais, il y a des bébés partout chez toi. Hein. Ouais, c'est bien, ouais. J'aime bien ces petites... C'est bien, c'est mignon. Ouais, ça c'est vrai donc, que c'est mignon. Tu vois, on les coupe en deux, sont trop grosses, sont en quatre. Ça aussi, sont été cuites auparavant. Ouais, t'as trouvé ça où? Ça, c'est un marché à rue Gros. Oui. À Paris, ça s'appelle Thibaut. D'accord. On l'a les mardis et le jeudi, autrement le mercredi et le samedi à Iéna. D'accord. Voilà. Donc j'ai amené des produits de Paris. À Lyon. À Lyon. Ça va faire plaisir aux Lyonnais, ça. Comme s'il n'y avait pas assez de produits aussi rares. Donc ça va être la base de notre sauce. Ok. On va rajouter un peu de poivre aussi. Sauf qu'on va les cuire pas beaucoup parce que si on met le poivre à contact de la poêle, ça va brûler, ça va donner un côté amer. Oui. C'est qu'on va faire, on va tout de suite rajouter un peu de jus de cuisson. D'accord. Donc la crème avec l'eau de betterave quelque part. Voilà. Et un petit peu d'huile, hein, tu nous as dit. Exactement. Ok. Donc tu vois là, on met au minimum. C'est joli. Jusqu'à ce que ça garde chaud. Et en fait, on va cuire les pâtes al dente. Oui. On va les égoutter. Et on va les faire tirer dans la sauce. Ok. Tu sais qu'il y a du boulot hein, en termes de cuisson des pâtes parce que je faisais une chronique l'autre jour où j'expliquais que ça ne servait à rien de mettre de l'huile d'olive dans l'eau pour cuire les pâtes. Exactement. Et là, mes tollés générales dans les loges, sur Facebook. Mais pourquoi ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. C'est vrai, ça va. En plus, comme tu disais tout à l'heure, avec l'huile de noisette, quand c'est à contact au chaud, on perd les parfums, on perd les odeurs. Mais donc, complètement. Voilà. Et puis de toute façon, l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangées. Exactement. Donc l'huile n'ira jamais sur les pâtes, ça ne sert à rien. C'est ça. Allez, on va enlever le... Tu veux le laisser? Non, on le laisse de toute façon. On finit avec. On va passer... on va couper déjà la garniture pour la fin. Donc une mandoline. Ça aussi, un élément indispensable. Indispensable, tout à fait. On imagine un jambon, si on a des beaux couteaux aussi à la maison, c'est bien. Oui. Donc, alors, tu es, outre ton passage à Paris, devenu un chef, ce qu'on appelle un chef média, puisque William, je crois que c'est William Ledoy qui t'a inscrit pour participer à Top Chef. Exactement, oui. Exactement. Ben, quand je suis arrivé dans la capitale, en fait, j'étais parti faire un stage chez William Ledoy. Ouais. Au bout d'une semaine, il m'a demandé de rester. Je venais de la Côte d'Azur, j'étais chez Marocco La Greco Mirazur, je ne sais pas si tu connais, c'est en Argentin. Oui. Très très belle expérience aussi. Et au bout d'un an et demi, en fait, William il m'a dit, je voulais partir déjà à la base. Je dis chef, ça fait 1 an et demi, 2 ans. T'as la bougeotte. En fait, j'ai une DLC en fait. tous les 2 ans, je mets des places dans un endroit pour apprendre avec un autre chef. Ouais. Et j'ai choisi toujours un chef différent. Donc jamais les mêmes caractéristiques, tu vois. Oui. William, c'était pour moi un papa parce que il m'a beaucoup appris.
aussi au niveau humain. Oui. Chose qu'en cuisine, c'est aussi un débat qu'on peut, commencer, on ne peut jamais finir. Et c'était une belle éducation en tout cas. Donc quand je lui ai dit que je voulais partir, il m'a dit écoute, je t'inscris à Top Chef, tu vas le faire. Si tu arrives en finale, on ouvre un restaurant ensemble. Il y a toujours eu le projet. Et peut-être un jour on va le réaliser, j'espère aussi, je me le souhaite. Mais je te le souhaite. Et donc oui, c'est grâce à lui que j'ai fait... Il a été bien inspiré ce jour-là. Hein. Je pense, oui. C'était une belle expérience? Très belle expérience, oui. Oui. Aussi parce que j'étais très jeune, j'avais 23 ans, 24 ans. Oui. Mon français était terrible. Là, aujourd'hui, c'est pas que je parle très bien, mais ça va beaucoup mieux. Dans le sens, ça m'a aussi aidé à me donner beaucoup de confiance en moi-même. Bien sûr, oui, complètement. Et donc, je dis pas que ça a changé mon niveau de cuisine, mais en tout cas, ça m'a donné plus de courage de pouvoir me lancer dans certaines choses. Et surtout, aujourd'hui, c'est que j'ai fait beaucoup. C'est le mariage entre la France et l'Italie, tu vois. Oui, bien sûr. C'est les deux nations qui m'ont vu grandir jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme je te disais tout à l'heure, regarde. Ah, cette burrata, écoute, arrête. Avec un bon filet d'huile d'olive, là, une petite feuille de basilic, un pain croustillant. C'est ça. Ça rend dingue. Hein. Attends. C'est tellement bon. Donc, tu vois, on peut récupérer ça aussi, par exemple. Ouais. C'est pour moi? Ouais. Oh, merci, Denis. De rien. Oh, c'est bon. Oui, c'est un produit que j'adore aussi. Hein. Voilà qui va me remettre sur pied, les amis. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. C'est terrible. Donc, regarde, on va passer... Oui. On va cuire les pâtes. D'accord. On en fait un peu plus, comme ça l'équipe va goûter aussi. Hein. Oui, ah bah tu m'étonnes. Tu sais, nous on est sur le pont depuis 7 h ce matin, alors on a un petit peu, voilà, on est un petit peu comme ça. Dès qu'arrive midi, tu vois. Alors l'eau, elle est salée ton eau? Exactement, toujours bien salée. Oui. Et donc pas d'huile, comme on disait tout à l'heure. Ouais. On a dit, il y a une règle qui dit 1 litre d'eau pour 10 grammes de sel et 100 grammes de pâte, 1, 10, 100. Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui. Tout à fait. Bon. Après, c'est toujours du gros sel qu'on met, pas du sel fin, ça change aussi. Oui. Et après, on peut tout adapter, évidemment, en cuisine. Il n'y a pas vraiment des règles spécifiques, on peut vraiment tout faire, tu vois. On s'adapte. Mais à la base, c'est ça, oui. Donc les pâtes fraîches, ça cuit très vite. Normalement, c'est 3 minutes de cuisson, 4 minutes de cuisson, voilà. Une pâte sèche, ça cuit 10, 12 minutes, 15, voire un peu plus. Ça dépend des pâtes aussi. Là, je suis en train de me demander comment tu vas les égoutter, tu vois. Voilà, alors là, je vais parer un chinois derrière. Il y a un petit levier. Il faut, parfait, voilà. Très bien. Autrement, on peut opter, si on n'a pas ça, à la maison. Parfait. Voilà, on va pas l'araignée. égoutter tout en même temps. Ouais. Mais on fait comme à la maison. Ça me va, tu sais, on est un petit peu à la maison quand même ici. Ouais. Donc on va dresser ici, tu vois. D'accord, très bien. On va râper du fromage aussi. Parmigiano. Grana padano. Grana padano, attention, pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. et voilà. Tu vas me donner un coup de main, tu vas dresser. Hein. Ah non, moi je te regarde. Hein. Ça va ou pas? Ah bah oui, mais attends. Non. Excuse-moi, j'avais un message, un petit télégramme, un texto. Alors regarde. On est bon là? Oui. C'est un peu chaud, fais gaffe. Hein. Merci, pas grave. Tu vois, là, elle ne colle pas encore aux dents, donc c'est déjà bien. D'accord. On peut déjà les goûter pour la finir dans la sauce. Ok. Très bien. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Denis, est-ce que toi, tu as une recette fétiche, vraiment la recette qui sera, j'imagine, à ton restaurant et dont tu ne pourrais pas te passer? Bah écoute, c'est une recette que je fais tout le temps parce que les clients ils me la demandent tout le temps, par exemple. Ouais. Là, depuis 2 ans, j'ai fait des dîners dans un nouveau concept à Paris, ça s'appelle Table Ronde. Oui. Et j'y vais plus ou moins une fois, 2 fois par mois. Et j'ai fait beaucoup de tagliatelles, des linguini par exemple, avec un pesto de basilic thaï. Donc on a le basilic thaï, j'ai connu ça chez William Ledoy, comme on disait tout à l'heure. Et c'est très difficile à travailler parce que c'est un basilic qui s'abîme très vite. Oui.
dès qu'on le touche, dès qu'on le coupe. Donc il faut vraiment respecter la chlorophylle du basilic thaï. Et donc les blanchir, les cuire à 63 degrés, les refroidir dans l'eau glacée, comme on fait avec tous les légumes verts. Oui. Et ensuite on le mixe et on incorpore les pâtes à froid dans un kit poule à part. Okay. Donc on mélange les pâtes. D'accord. Et j'ajoute toujours un espuma. J'aime bien utiliser les siphons des fois parce que ça lève de la matière grasse. Grasse, oui, absolument. Voilà. De la matière grasse au... On n'a pas besoin d'en rajouter. Exactement. Ouais. Donc un espuma de grana padano, c'est les fromages qu'on a juste ici. D'accord. Et ça c'est un plat voilà, que beaucoup de monde me demande. C'est vraiment des goûts. Donc toi c'est quand même une technique italienne ou française, un mélange des deux, avec des produits du monde. Voilà. Quelque chose d'autre que j'aime aussi, c'est des gnocchis de pommes de terre, donc qui sont cuits, refroidis aussi. Oui. Et après sont gratinés sur une plaque induction, sur une poêle, avec une sauce champagne et du foie gras poêlé. Et ça c'est une tuerie. Oh là 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 là. Voilà. Là tu as la France, l'Italie à 100%. Ah oui. Donc regarde les pâtes. Elles sont belles. La couleur aussi, elle est belle. Ouais, hein, donc, ça plairait à ma fille, tu sais. Donc là, c'est qu'on va faire. Je vais m'aider avec... Ah oui, avec un petit pochon pour donner regarde, la pour petite donner forme une belle de forme. dôme. D'accord. En même temps, regarde, je vais te dire un peu la sauce. Comme ça, on va l'émulsionner. D'accord. Et hop. Voilà. Et là, tu vois, on va récupérer un peu de garniture. Tu nous as fait une déclinaison de rose, de pourpre. C'est ça. Toi, on dit on est en hiver, il fait froid, il n'y a pas de couleur et tout ça. C'est pas vrai parce qu'on a tous les légumes racines qui apportent de la couleur. On a même les carottes, on a plein de carottes couleur aussi. Bien sûr, oh là là. Ça revient bien en ce moment. Ce mélange de cru, de cuit, ça va être agréable en bouche. C'est ça, tu vois. Donc on a le radis, on a l'endive, en même temps, tu sais, quelque chose d'autre qui marche bien aussi dans la cuisine, c'est mélanger toujours les mêmes couleurs, tu vois. Oui. Donc si tu fais quelque chose monochrome, voilà, c'est sûr qu'au niveau goût, ça passe très bien, ça peut cartonner. Donc, Est-ce que tu as déjà presque terminé la carte de ton restaurant ou pas encore? Ben oui, je réfléchis là, par exemple, je suis au CIRA, donc je vais voir beaucoup de choses. Tu as la vaisselle, tu as l'équipement, tu as tout. Franchement, les CIRA, je pense que c'est une des super idées françaises parce qu'on a la possibilité de voir beaucoup de monde, de rencontrer beaucoup de monde. Et même une semaine, c'est pas beaucoup, il faudrait faire ça pendant un mois entier, quoi, tu vois. Oui, je vois. C'est-à-dire que déjà au bout de 5 jours, on est tous rincés, alors au bout d'un mois, là, c'est... Exactement. Donc tu vois, là, je mets un peu de burrata. Ouais. Tu n'utilises pas la partie... Non, c'est là, on peut l'utiliser aussi pour l'émotion, par exemple, on peut la mettre là-dedans, ça va donner plus de goût. On peut l'utiliser aussi pour faire une autre pâte à base de fromage. Oui. Donc, par exemple, en cuisine, on ne jette rien. Hein. Non, bah non. On fait, avec un plat, on peut en faire 3 à 4 côtes différentes. Tu vois. Donc, je vais râper un peu des... Oui, des Grande Padano. Exactement. Grande Padano, ça me fait penser à un concours de cuisine, je crois, que tu avais, auquel tu avais participé. Exactement. C'est un concours en Italie, à Inetta Golose, notre congrès de cuisine. Et c'était les mois de mars de l'année dernière. Et en fait, on était 12 candidats du monde entier. Et on devait mettre en valeur ces fromages. Et j'ai eu l'idée, tout le monde a fait du show. Moi, je me suis dit, je vais faire une glace, quoi. Toujours à contre-courant. Hein. Exactement. Je me suis dit, tout le monde va faire des raviolis, des pâtes. En plus, on est en Italie. Donc, regarde, là, on est en train d'émulsionner.
Ce qui est très pratique, c'est ce plongeur à soupe sans fil. Hein. Ah ben, ça, on va pas se mentir, celui-là, il faut l'avoir. Franchement, KitchenAid fait un bon boulot là. Ah là là, j'en ai rêvé, KitchenAid l'a fait. C'est ça, c'est ça. En plus, sans fil, toi, c'est génial. Bon, tu peux aller partout, même en salle. Même dans la salle du restaurant. Dis donc, ça a émulsionné en 2 secondes. Oui, c'est la crème en fait. Quand tu m'as dit qu'est-ce que tu as mis dedans. Ouais. Voilà. Donc tu vois, on récupère juste la mousse. Oh, c'est beau. En plus, la couleur elle est top. Hein. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli, oui. Ah oui. Donc tu vois, on a mis quelques points. Et ça pourrait être un des plats qui fait partie de ma carte au restaurant. Donc à midi, ce sera un menu à 25 €. D'accord. Et je laisserai le choix entre 5 pâtes différentes. Oui. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, une sans gluten, une à base de viande, une végétarienne, des pâtes fraîches, des pâtes sèches, on aura un peu tout. Et les soirs, il y aura 2 cartes blanches. D'accord. Une petite, une grande. Donc la petite à 4 plats, la grande à 6 plats. On finit avec un trait d'huile de noisette. On va pas se priver. Et dis donc, au niveau des desserts, il y aura aussi des pâtes en version sucrée ou pas? Ça pourrait être une idée. Hein. Ça pourrait être une idée, pourquoi ça, pas. c'est une façon élégante de me dire non, pas du tout. Non, ça pourrait être une idée. Donc non, il y aura du tiramisu au Baileys, par exemple. Ah bah ouais. Voilà, après, c'est des desserts italiens à ma façon, en tout cas. C'est pas des classiques, mais... Bon, écoute, je vais te présenter mes 2 acolytes de la Web TV. En principe, à ce moment-là, ils sont toujours dans les parages pour déguster. Voici Michel et Tiffany. Voilà. Comment tu vois, Michel? La femme à chanter. Ça semble appétissant. Attends, je vais prendre un. C'est pas joli? On peut? Ah oui, mais ils sont équipés. Ah non, mais alors eux, ils arrivent, ils sont prêts à mordre. Oui, Ouais, prêts. On peut prendre une photo par en fait. Bien sûr, vas-y. J'en profite. Hein. Vas-y, profites-en. Ça va pas rester longtemps comme ça. Voilà. Il faut immortaliser l'instant. L'instant, oui. En plus, je sais pas si vous êtes raccord. Hein. Oui. Ah bah non, mais attends, mais des heures de répétition, Michel, tu le sais ça. Oui, bah. C'était prévu, on a fait ça. Depuis un mois, j'ai réfléchi à cette recette en fait. C'est beau. Moi, oui, c'est magnifique. On peut applaudir le chef pour qu'il être tout autour de nous. Voilà, un grand bravo et un grand merci au chef. Ce qu'on peut faire pendant que vous allez déguster cette assiette comme des morphalous, on va peut-être, si ça te fait plaisir, Denis, regarder les images de l'Italie qui a gagné cette Coupe du Monde de pâtisserie. On va regarder ça dans les plasmas, juste derrière nous, parce que c'est quand même un grand moment de cette Coupe du Monde. Voilà, juste là, mon Denis. Merci. Voilà, je ne sais pas si tu as pu suivre cet événement en direct. J'étais au travail. Donc, Et regarde ça, l'équipe d'Italie. C'est beau ça. C'est joli, hein. En plus, je pense, c'était qui ça faisait longtemps qu'on ne gagnait pas ici aussi, hein, donc une autre satisfaction en plus. Non mais ça fait du bien. Ça encourage aussi les gens pâtissiers italiens, à entreprendre aussi cette carrière. Quoi. Tout à fait. Et toi, tu aimes ça, les concours. Tu aimes bien te mesurer à d'autres. Hein. Je suis un compétiteur, donc forcément... Un winner. Ça vient d'où cet esprit de compétition? Écoute, je pense c'est le sang du sud d'Italie. D'accord. C'est le côté méditerranéen. Exactement. Bon, Exactement. très bien. Denis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Actuellement, plaisir. on rappelle que tu es le sous-chef du Jules Verne, donc à Paris. Exactement. Mais que très rapidement, ton restaurant va ouvrir à Paris aussi. À Paris, à rue Vaugirard. Ah, très bien. Voilà. On a de l'info fraîche. fraîche. De Montparnasse. Oui, je vois bien. Et restaurant Ida. Ida, voilà. Très bien. Une bonne idée, voilà, pour bien entamer l'année. Merci beaucoup, Merci Denis. à toi. Et puis, on va tout de suite passer au Sira News avec Michel Tanguy. Il est prêt, il a la bouche libre. Nouvelle et dernière édition du Sira News avec, pour débuter, les finales de concours qui se sont déroulées hier ici sur le Sira. Il y a pas mal de monde à féliciter, à commencer par l'équipe italienne qui a remporté hier la Coupe du Monde de pâtisserie grâce au travail, au talent et à la performance d'Emanuele Forsene, Francesco Boccia et Fabrizio Donatone. La médaille d'argent revient au Japon, la médaille de bronze aux États-Unis. La Coupe de France de boulangerie est remportée, elle, par Jean Jacob pour le pain et par Soudine Basson pour les viennoiseries et Nicolas Julien Or pour la pièce artistique. Enfin, dernier concours, le championnat de France des arts gourmands a été remporté par le CFA de Groisy. Là encore, une équipe de 3 candidats et l'on félicite Félix Foissard, le pâtissier, Timothée Lavrieux pour le chocolat et Aurélie Colonclair pour le domaine de la glacerie. Un chiffre chaque jour. Aujourd'hui, il est assez impressionnant.
2700, c'est le nombre de personnes qui se sont réunies ce matin et en ce moment même sur les gradins du Bocuse d'Or. Les premières épreuves se déroulent en ce moment. Le Bocuse d'Or se déroule à l'Espace des Chefs jusqu'à 18 h ce soir. Donc début des épreuves aujourd'hui mardi. Demain, ce sera la suite des épreuves et la remise des prix vers la fin de journée. Le parcours expert, il y en a 4. Développement durable, bio, origine France et épicerie fine. Ce sont des petits livrets que vous pouvez récupérer à l'entrée de ce CIRA. Ce sont des livrets qui vous permettent d'aller à l'essentiel. Chaque livret donc est thématisé en fonction de vos centres d'intérêt et liste pour vous les stands à visiter pour aller rencontrer les interlocuteurs pertinents pour votre activité. Le programme du jour, je ne reviendrai pas sur le Bocuse d'Or, je vous ai tout dit. Il y a aussi aujourd'hui seulement sur l'espace Tendance Pain Hall 4 le CIRA World Cuisine Summit, le sommet des tendances mondiales de la restauration. Les plus grands chefs seront présents, les différentes thématiques seront entièrement décortiquées. On vous expliquera quelles seront les tendances de la gastronomie pour les prochaines années. Vous saurez donc tout grâce au World Cuisine Summit. Rendez-vous dès maintenant, si vous le souhaitez, sur l'espace Tendance Pain Hall 4. Dès 13h15, un autre rendez-vous sur l'espace Cuisine en scène, celui-là, avec les restaurants collectifs, Restoco, qui organise le Gargantua. C'est donc le concours des cuisiniers collectifs qui vont s'affairer tout au long de l'après-midi pour repartir avec leur trophée. Jusqu'à 15h à la Maison de la Pâtisserie, le 11e championnat européen du sucre tiré. On va y revenir dans un instant. Et auparavant, notez cet après-midi, à partir de 13h, sur l'espace Café Chaud, le Coffee and Good Spirit, un autre concours qui n'est pas dénué d'intérêt, jusqu'à 17h pour les compétitions, 17h30 pour la remise des prix. Et enfin, un mot sur le pôle expert qui vous intéressera si vous souhaitez refaire votre établissement, y apporter une touche de design. Vous allez parler avec Pavillon Chic, architecture et design, conseils personnalisés par des designers et des architectes Hall 6 sur le stand A et B 78. Le championnat de France du sucre tiré, on en parle et c'est avec Philippe Brettinière. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes donc le président de l'association pour la promotion des arts de la pâtisserie. Tout à fait. Le championnat, on va en parler d'abord parce que je sais qu'il y a des anniversaires qui vous tiennent à cœur, on ne les oubliera pas. D'abord, donc, ce championnat qui se déroule cet après-midi, le yin et le yang, c'est le thème de... Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, le sucre tiré, déjà, c'est quoi? Un sucre tiré, c'est une base de sucre dans lequel on va le faire cuire. Et ensuite, on va le densifier. Et ensuite, après, on va le faire refroidir. On va l'étirer. Et ensuite, on va faire toutes sortes de fleurs, de rubans, de sucre soufflé. C'est ce que vous avez pu voir sur la Coupe du Monde. Oui. Donc, le championnat européen... Pièce artistique à créer. Tout à fait. C'est une pièce artistique en 7 heures devant public. Donc, il y a des difficultés. Donc, on a mis le yin et le yang avec le président de jury Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France. La simple et bonne raison, c'est que c'était pour faire, on va dire, le vrai et le faux, le noir et le blanc, de manière, ça peut être le ciel et la terre. L'idée, c'était vraiment d'être le plus vaste possible, un contraste tout à fait, de manière justement que les jeunes puissent s'exprimer. Alors, ce n'est pas un concours réservé spécialement avec des jeunes parce qu'ils ont quand même une certaine maturité, ils ont déjà fait pas mal de concours, pas mal de démonstrations. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est, on va dire, une passerelle pour les sélections, effectivement, des futures Coupes du Monde. Un concours qui va mêler la technique, la créativité, tout à fait. La maîtrise, le calme. Tout à fait. Le côté artistique avec de super l'innovation, la plupart du temps, c'est à ces moments-là où on crée des textures différentes, on crée des volumes différents, on va beaucoup sur l'architecture, on prend beaucoup de risques dans les collages et tout, c'est vraiment... c'est quelque chose de très très beau et je vous invite à aller voir au Hall 4. Voilà, j'imagine que les spectateurs seront encore nombreux pour voir ces artistes tout à fait. Au travail. Hier, je ne vous cache pas que l'espace était un peu réduit. 11e édition donc, pour ce championnat européen du sucre tiré. Ça se déroule à la Maison de la Pâtisserie, Pâtisserie-Glacerie, donc Hall 4 de ce CIRA 2015. La Maison de la Pâtisserie, ça c'est l'enchaînement et tout trouvé pour parler de cet anniversaire qui vous tient à cœur, puisque la Maison de la Pâtisserie existe vraiment. C'est à Lyon. Tout à fait, c'est à Lyon. Et on fête les 30 ans. Tout à fait, de sa construction. Les 30 ans cette année. Donc à l'origine, Gabriel Paillasson avec
des artisans ont mis un peu d'argent pour créer, pour qu'on ait cet espace que nous avons. On donne des cours pour les jeunes, tous les mercredis, les veilles au métier, les CM1, CM2, et puis les sélections de meilleurs apprentis de France, les finales régionales, et plein d'autres choses. Alors on va reprendre des cours de brevet de maîtrise. L'idée, c'est quand même de promouvoir le métier à travers un espace et des réunions, des échanges, quoi. Un lieu d'échange, c'est notre maison. Maison jeune qui vit. Alors c'est un anniversaire, il y en a 2 autres et c'est avec ces chiffres-là que nous conclurons. 71 ans, donc bon anniversaire au syndicat glacier du Rhône. Et puis 128 ans, ça prouve bien l'ancienneté, la pérennité de ce métier. 128 ans pour le syndicat des pâtissiers dans le Rhône. Voilà. Philippe Brettinière, merci beaucoup. Je vais vous laisser repartir Hall 4 pour finir d'encourager, soutenir tous ces jeunes et moins jeunes qui concourent donc pour ce 11e championnat européen du sucre. Je vous laisse avec Karine Tessandier. Merci Michel. Alors on l'a souvent évoqué ici, on a même reçu son concepteur Francis Luzin. Eh bien je veux parler du Festival de la créativité gastronomique. Bonjour Jean-François, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté par amitié de présenter à mes côtés ce Festival de la créativité gastronomique. Il y a des sessions d'1h30, c'est vraiment le but de ce festival. Encore une fois, ce n'est pas un concours, c'est une démonstration. Et le but, c'est d'échanger et de vous proposer des recettes, d'échanger avec les chefs, de voir un petit peu les gestes. Avec les noisettes et je vais amener de l'amertume avec les pousses de trémis. L'acidité va resserrer la chair, mais va faire sortir aussi le goût du pousse-pied, comme comment dire pour des tourteaux. Donc c'est un peu les mêmes cuissons, mais il y a pas Comment mange-t-on lorsque l'on n'est pas à son domicile? Ben voilà une bonne question et restez avec nous car la réponse est très intéressante. Pour traiter de ce sujet, eh bien, je reçois Michel. Ouais, je rejoins. Je rejoins, oui, puisque nous recevons. Nous recevons Nicolas Nouchy. Vous pouvez vous recevoir mutuellement. Oui, on peut, c'est vrai. Nicolas Nouchy, vous êtes le directeur général de CHD Conseil. C'est une société spécialisée et leader mondial en collecte, gestion et analyse de l'information marketing sur les marchés de la consommation hors domicile. Exactement. Enfin, CHD expert. Tout de suite, ça a l'air un peu pompeux. C'est nettement moins excitant que les présentations qui ont été faites tout à l'heure. On va essayer d'être marrant. En tout cas, ce n'est pas, voilà, c'est digne d'intérêt puisque la restauration hors domicile ne cesse de prendre de l'essor. Karine en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'on consacrait 1h20 dans les années 90 au temps de repas par jour. Aujourd'hui, on est à une vingtaine de minutes. Exactement. Autant vous dire que ces 20 minutes, on les prend très souvent avec quelque chose à emporter, un sandwich. Donc, on est véritablement dans le vif du sujet. On va étendre, on va dire, notre réflexion au monde. On ne va pas s'arrêter qu'en France. Est-ce qu'on peut, Nicolas Nouchy, poser les bases? Quelles ont été les dernières évolutions, on va dire peut-être sur les 5 dernières années, par rapport à notre comportement hors domicile?
Alors, donc nous, on a la capacité de pouvoir scruter un petit peu le marché de la restauration dans son ensemble depuis une vingtaine d'années. Il y a des bases, effectivement, qui se sont construites et qui sont généralistes pour l'ensemble des zones géographiques. Mais évidemment, bien entendu, il y a des spécificités d'une zone à une autre. Ça serait trop facile. Quoique, bien entendu, dans notre mode capitaliste actuel, effectivement, tout a tendance à se disons, centraliser et tout a tendance à se ressembler. Les tendances de fond, bien entendu, tout le monde les connaît, hein, les tendances de fond de base, c'est celle de dire, bien entendu, la rupture entre la restauration à table et la restauration rapide. Celle-ci, elle se ressent dans tous les univers. Elle était déjà très ancrée dans des marchés comme les marchés asiatiques, comme au Moyen-Orient, comme aux États-Unis. Mais aujourd'hui, cette rupture, elle se matérialise de deux façons. Première façon, et c'est malheureusement en Europe de l'Ouest qu'on le rencontre le plus, une bascule des points de vente de restauration rapide au détriment de la restauration à table. Je dis que c'est malheureux parce que moi j'aime bien manger en restauration à table comme beaucoup de gens sur le salon. Donc cette rupture-là, elle fait qu'il y a moins de restaurants à table et plus de restaurants rapides. Deuxième façon, cette deuxième mode de rupture, c'est plus dans des modèles anglo-saxons. C'est des points de vente qu'on va rencontrer qui vont être de plus en plus multiples dans leur offre. Des établissements dans lesquels, et c'est déjà le cas sur pas mal de pays, on prend l'Angleterre, aux États-Unis, c'est très présent, ça commence un peu à l'être à Paris. Vous rentrez dans l'établissement, vous ne savez pas très exactement dans quel type d'établissement vous êtes. Est-ce que c'est un restaurant à table? Est-ce que c'est un restaurant rapide? Est-ce que c'est une boulangerie-pâtisserie? Aujourd'hui, il y a un mix qui est en train de se configurer. Ça, c'est le phénomène de fond qu'on va rencontrer sur l'ensemble des zones géographiques. Après, effectivement, sur les 5 dernières années, il y a eu des évolutions spécifiques et qui sont propres à chaque zone. En vous écoutant, j'ai envie de vous emmener sur le domaine de la street food et des food trucks. Je vais parler à Karine, ça va lui plaire, le food truck, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, c'est des choses qui s'installent et la street food, c'est pareil. Est-ce que c'est un phénomène, par exemple, là, si on veut revenir sur notre territoire, qui va s'ancrer? Est-ce qu'on va, nous aussi, commencer à trouver finalement un peu plus vraiment au coin de notre rue des petits corners de vente? Déjà, pour la petite anecdote, vous pouvez éventuellement vous y intéresser, mais ne vous lancez pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, la street food, c'est avant tout la représentativité d'autodidactes qui faisaient un autre métier, qui se sont lancés dans cette activité. Il y a que depuis quelques temps, ces 6 derniers mois, des grands chefs de la restauration qui ont accompagné des acteurs de la street food pour se lancer. Là où on a raison, c'est que dans cette tendance du on the go, qui prend le pas sur la restauration à table, eh bien, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre simplement une digression qui est la possibilité d'aller dans la rue et de consommer à n'importe quel endroit. Dans les pays américains, c'est déjà très ancré depuis très longtemps. Ça nourrissait les gens du bâtiment ou les gens des travaux publics. Dans les pays d'Europe, de l'Ouest, c'est en train de s'implanter petit à petit. Est-ce que c'est une tendance de fond? Je ne sais pas, je le souhaite parce que je vois tout l'engouement qui est en train de se générer autour de ça. Pour nous, ça nous génère de l'activité complémentaire, des analyses, etc. Je ne sais pas si c'est une tendance de fond parce qu'aujourd'hui, c'est un univers qui dépend de beaucoup d'autorisations administratives. Et Dieu sait qu'en France, on est les champions de l'autorisation administrative. Et ensuite, il y a une deuxième réalité qui est celle de se dire, sur cet univers-là, effectivement, c'est beaucoup d'autodidactes qui se lancent, qui payent aujourd'hui des camions à des tarifs très importants et qui aujourd'hui doivent rentabiliser, se dire au bout d'1 an ou 2 ans, quand est-ce que je me paye? C'est la réalité de la restauration, mais il y a un moment donné, il faut pouvoir se poser cette question-là. Et une dernière chose, c'est de se dire, le seul point qui est très positif et qui est un ancrage pour n'importe quel professionnel, c'est celui qui consiste à dire quel thème de restauration j'aimerais faire plus tard. Si je regarde quelques camions de street food, ça pullule d'une originalité débordante, ça bien au-delà du camion qui fume et de son burger qui est formidable, hein. Mais après, vous regardez les thématiques de restauration et là, vous prenez des grandes claques d'originalité, d'information. Et c'est là qu'effectivement, on peut se dire, même si c'est une tendance qui ne va peut-être pas perdurer, en tout cas, ça aura beaucoup appris au marché de la restauration. Est-ce que la restauration hors domicile continue d'évoluer en termes de chiffres? Alors, la restauration à domicile, elle est par principe en progression. C'est d'ailleurs peut-être le seul point positif pour les professionnels du salon. C'est celui de se dire, dans un marché qui est dans un marché en difficulté, même en Europe de l'Ouest, j'ai une certitude, les gens vont encore et encore aller manger encore plus à l'extérieur de chez eux. Ça, c'est le côté positif et ça va progresser de façon significative. Sur les 2-3 dernières années en France, ce n'était pas totalement le cas, parce que dans un contexte de crise, je retourne chez moi, quand j'ai pas de travail, forcément, je ne vais pas manger tous les midis. Ça, c'est la réalité. Ça progresse encore plus dans certaines zones géographiques. Je prends l'exemple de l'Asie, par exemple. C'est un boom qui était déjà considérable et qui est en train de progresser. C'est déjà très ancré aux États-Unis, plus d'un repas sur 2 qui sont pris hors domicile. Ça commence à progresser de façon significative et ça continuera à progresser en France. Il y a cette réalité-là de se dire que le marché, le consommateur va aller à l'extérieur. Maintenant, le problème, c'est que le consommateur va à l'extérieur, mais il regarde plus, il mange moins et il mange moins le soir.
L'enjeu pour les professionnels de la restauration à table, tout pays confondu, en particulier en Europe de l'Ouest, c'est d'arriver à pousser les gens à consommer le soir. Et là, pour l'instant, on n'y est pas tout à fait arrivé. Est-ce qu'il y a une évolution en matière de comportement? C'est-à-dire qu'on a eu le sandwich qui a été détrôné par le burger, mais on est donc sur une base de pain. Est-ce que le pain va continuer à être porteur de l'évolution de cette restauration hors domicile? Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que ça fait allusion à une autre réalité qui est très présente dans certains pays et qui commence tout juste à ancrer le marché français. Effectivement, le burger, sous toutes ses formes, classique ou en version un peu gourmet, comme il est en train de pénétrer le marché français notamment, mais il est déjà présent ailleurs, eh bien, a pris entre guillemets le pas. Je ne sais pas s'il a pris le pas, mais en tout cas, le sandwich traditionnel, comme on le voit sur le marché français, qui parle peut-être plus aux gens qui sont ici, le sandwich traditionnel, effectivement, est dominé par la boulangerie-pâtisserie, qui, elle, va posséder le sandwich traditionnel. La restauration rapide, elle va plus rester sur un sandwich plus évolué. Le burger a pris le pas, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce mode d'alimentation n'est pas en train de muter? On voit aujourd'hui la présence du sans gluten qui est anecdotique aujourd'hui en France, mais qui par contre sur des marchés comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Angleterre ou comme les Pays-Bas sont extrêmement implantés. Aux États-Unis, il faut réaliser qu'il y a quand même 24 000 points de vente sans gluten. Sans compter ceux qui éventuellement sur la carte vont vous mettre un petit G pour vous dire attention, vous pouvez y aller. Donc cette réalité-là est de se dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement il y a un besoin nutritif et une vraie velléité du consommateur d'aller chercher de nouvelles choses, mais ça va pousser à de l'originalité. Donc demain, on parle éventuellement du hot dog qui pourrait revenir, mais là on est toujours sur du pain, mais demain c'est un autre sandwich, un autre mode de finger food qu'on va pouvoir croiser et qui ne sera pas seulement orienté sur une consommation de produits à base de farine. Alors, vous nous dites que le consommateur, en dehors de chez lui, mange moins. Et à côté de cela, on parle toujours de problèmes d'obésité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe là-dedans en se disant que si les gens mangent moins, comment font-ils pour continuer à grossir? Ils boivent. Et voilà. Oh, bah tiens. Et voilà. Bah oui. Et surtout dans ce contexte, ils boivent régulièrement, le matin, le midi, le soir. Non, je plaisante bien sûr. Mais l'idée est de dire, en fait, la réalité de se dire, il y a deux points dans ce que vous dites. Il y a la première chose qui est celle de se dire, et ça les consommateurs nord-américains l'ont très bien compris, moins sur les pays asiatiques sur lesquels il y a une dominance encore, pas forcément un regard calorique, c'est l'idée de se dire, effectivement, je veux manger moins pour des besoins au départ caloriques, nutritionnels, mais aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans pas mal d'interventions ici, la nutrition, ce n'est pas uniquement une histoire de calories. C'est une histoire de bien-être, c'est une histoire d'origine des aliments, c'est une histoire de choix, de la façon dont ça a été préparé et cuisiné. Donc d'un côté, effectivement, le consommateur veut se réduire dans son panier de consommation. Il veut manger moins, il veut manger de façon un peu plus concentrée. Mais par contre, heureusement, et d'ailleurs heureusement encore en Europe de l'Ouest, on essaye de mixer entre des vrais instants plaisir qui sont des vrais instants de gourmandise, par exemple les 5 soirées de ce Syrah, et ensuite une espèce de dégraissage, on passe au pressing, et ensuite on recommence un petit peu à éliminer. Et c'est plus cette notion de dents de scie qui fait que malheureusement, c'est difficile d'arriver à gérer. Vous savez, si on veut être astreint, normalement, si on veut faire un vrai régime, faut le faire sur toute la période. Oui, voilà un peu le principe. Disons que le meilleur régime, certainement, c'est de couper les robinets. Tout couper. Ou alors d'augmenter la dépense, faire du sport. Oui. Exactement. Qui permet et d'arrêter le gluten. Il paraît que c'est pas mauvais aussi. Oui, il paraît. Oui, alors ça, ça fait débat. Franchement, ça fait débat. Donc demain, on ne peut pas se dire qu'on va rester sur le pain du côté des tendances. On ne peut pas dire que demain, le kebab ou le falafel sera présent pour non, la en majorité. fait, je pense qu'on ne peut pas dire le pain va disparaître parce qu'on ne sait pas encore si la tendance, par exemple, du sans gluten ou du sans lactose est quelque chose qui va perdurer. On sait que c'est quelque chose qui va appeler de la mutation et de la transformation dans le comportement de cuisine et de préparation. Par contre, effectivement, le falafel ou le kebab, au fur et à mesure du temps, qu'on le veuille ou non, même si c'est des produits très traditionnels, par exemple, ont énormément évolué au fur et à mesure du temps. Le kebab, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a pas tellement changé dans sa recette, il est déjà plus hygiénique. Les origines sont meilleures. Ça veut dire qu'on est moins malade maintenant? On est moins malade. Peut-être voire plus. Vous voyez. Donc dans cette dimension-là, on a une vraie progression. Ça, c'est déjà quelque chose de phénoménal. Et le falafel, aujourd'hui, vous le rencontrez sous une forme une. Demain, on le rencontrera avec d'autres types de produits. J'en veux pour preuve, vous savez, par exemple, à Paris, il y a un restaurant qui s'appelle Miznon, qui mélange à la fois la pita et qui vous propose des sandwichs complètement déstructurés et complètement innovants avec le falafel. Un bœuf bourguignon avec du falafel, dans un falafel. Vous voyez, donc, le pain, c'est une base trop importante.
Par contre, l'allègement de ce pain, des sandwichs avec des tranches, des pains plus fins, avec des pains peut-être un peu plus naturels, avec du blé noir par exemple, ce genre de choses. Toutes ces notions-là sont des notions qui commencent un petit peu à ancrer le marché d'Europe de l'Ouest, mais qui sont déjà très ancrées dans d'autres pays, dans d'autres zones. L'Europe du Nord, par exemple, est très orientée déjà sur cette dimension-là. Donc on va se tourner maintenant vers des gens qui vont chercher alors, des endroits... Excusez-moi, j'allais me tourner là, c'est pour ça. où ils pourront tout trouver. Ou est-ce que le monoproduit peut encore avoir sa place? Parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne savait plus trop, en fait, quand on poussait la porte d'un point de vente restauration, où on était. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement... le monoproduit, je ne sais pas si... on n'a pas la possibilité, la capacité de l'évaluer. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus exigeant. C'est très facile de dire ça, parce que dès que je le dis dans un salon ou quoi que ce soit, il y a toujours un professionnel qui dit « ben ouais, c'est une catastrophe ». Aujourd'hui, il est de plus en plus exigeant, et là, c'est tout pays confondu. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de concurrence avec d'autres pays. On a notre niveau d'exigence, et il est partout pareil. Donc ce consommateur, il faut arriver à subvenir à ses besoins et à sa volatilité. Aujourd'hui, il mange chez vous. Demain, il ne mangera pas chez vous, c'est sûr, et pendant les 4 jours qui vont suivre non plus. Sauf si vous arrivez à gérer sa volatilité. Ce qui veut dire donc qu'effectivement, être monoproduit uniquement sur une catégorie, c'est très dangereux. Parce que par essence, il faut pouvoir proposer tous les instants de consommation, petit déjeuner, déjeuner, dîner et éventuellement les collations. Et puis surtout, par essence, il faut pouvoir proposer d'autres alternatives à des consommateurs qui ont des effets de groupe. Les gens mangent en effet de groupe. Si moi, je reprends mon exemple, je ne mange pas de gluten, par exemple, et qu'on est 7 et qu'on va aller dans une pizzeria, par essence, on ne va pas aller dans la pizzeria. Donc, il y a cette espèce d'effet de groupe, cet effet de boule de neige qui fait qu'il faut que dans ma pizzeria, il y ait des offres qui puissent m'attirer, moi, en tant que consommateur gluten-free, par exemple. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors, Nicolas Nouchi, si on voulait tirer une conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que demain, un professionnel souhaitant ouvrir un endroit de restauration hors domicile aura plus de chances de réussir s'il offre, on va dire, un maximum de choses à sa clientèle en prenant soin à la fois d'une part du côté nutritionnel et aussi d'un point de vue santé qui risque malheureusement, j'ai envie de dire, de se développer au point de vue des allergènes. On l'a vu quand même sur ces dernières années. Les gens sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils mangent. Il va falloir avoir une palette très très large. Et une préoccupation, faire attention en fait à son consommateur, faire attention à une espèce de consommateur démocratique, une espèce d'agora au sein de laquelle on pourra trouver n'importe quel type d'offre et n'importe quel type de demande. Donc si je dois par exemple tenir compte et que c'est trop compliqué des allergènes, il faut que dans mon offre et dans mon menu, j'ai une offre qui soit mise à disposition pour me dire bah, tiens, lui ne mange pas de viande, lui ne mange pas de cette catégorie, il faut que j'ai une offre, mais il faut malheureusement qu'elle reste originale et qualitative, parce que la montée en gamme, c'est ce qu'on a rencontré dans toutes les zones géographiques. Vous savez quoi, Karine? Oui. Il va falloir qu'on agrandisse l'achat de notre food truck, parce que là, on n'aura pas assez de celui qu'on avait prévu d'acheter pour tout mettre. Ou alors, conservez vos métiers et ne vous lancez pas dans la restauration. Bon, alors on va faire comme ça. Merci beaucoup, Nicolas Nouchi, directeur général de CHD Expert. Je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon sur cette restauration hors domicile dans le monde. Merci messieurs. Merci. Et puis Michel, eh bien, on va rester avec vous pour découvrir les innovations que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Le Sirop Innovation, c'est 11 prix, dont un prix spécial. On va commencer par vous parler de ce grand prix Sirop Innovation 2015, prix spécial, avec, j'allais dire, ce parmentier de canard. C'en est un, je ne vous mens pas, c'est un parmentier de canard dans un bocal. À la différence, c'est que le produit que je vous présente là est un produit décongelé et quasiment prêt à servir aux clients. La cartouche de parmentier de canard est en fait un parmentier de canard congelé que vous recevez sans le bocal de verre. Et ça, c'est un premier avantage de ce Grand Prix Innovation Syrah 2015, puisque vous n'avez plus le bocal à acheter. C'est un coût inférieur à chaque fois que vous faites vos commandes. Il vous suffira une fois pour toutes d'acheter un nombre de bocals suffisant à votre service. Ensuite, de les laver, de les recycler, de les ranger et de les réutiliser à chaque fois. Vous recevez donc ce parmentier de canard congelé en sachet. Il vous suffit de quelques minutes seulement, 6 minutes, dans un four à micro-ondes à 800 watts de puissance pour pouvoir le servir aux clients. C'est donc une offre qui permet à tous les points de vente rapides, à tous les hôtels, à tous les coins de snacking, d'offrir une restauration sur le pouce avec un minimum de temps à une clientèle qui peut être pressée.
Ça, c'est un produit, donc c'est le parmentier de canard, mais la gamme comprend d'autres produits. On trouve également du paleron de bœuf, du saumon aux petits légumes citron, curry d'agneau et penne petits légumes du soleil. Alors, il y a plusieurs formats disponibles, selon les plats, de 125 à 300 grammes pour les entrées, de 250 à 350 grammes pour les plats, et il existe aussi des desserts. Là, on est plutôt sur des portions de 125 grammes, donc un large catalogue que vous pourrez découvrir au stand des recettes Ferme des Loges, puisque c'est le créateur, l'inventeur donc de cette cartouche de parmentier de canard qui a reçu le prix spécial Grand Prix Syrah Innovation 2015. Et un dernier point à ajouter qui a toute son importance, c'est que ces produits sont tous bio, avec un soin particulier à la confection, à la réalisation, à la sélection de tous ces produits, en sachant que c'est aussi un produit durable, puisque la plupart des produits qui entrent dans sa composition viennent d'un rayon qui est inférieur à 100 km. Parmentier de canard, recette Ferme des Loges sur ce Syrah 2015, Grand Prix Innovation, l'un des grands prix, prix spécial du jury. L'autre innovation, je ne vous la présenterai pas puisque le système qui est en plus à 2 pas de notre plateau ici sur la Syrah Télé est un système fixe assez encombrant. C'est un écran tactile, vous allez facilement vous l'imaginer. Je vais prononcer les mots simples pour tout le monde, iPad, vous voyez la dimension de ce que ça peut être. Alors ça, c'est un outil, on va dire, portable pour ce e-pack hygiène, mais il y a aussi des écrans fixes, tactiles, que vous allez pouvoir installer dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce que le e-pack hygiène? Le e-pack hygiène, c'est un logiciel qui va vous simplifier la vie au quotidien. Si je prononce les termes de HACCP, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ce sont des conditions d'hygiène et sanitaires qui sont avec pas mal d'impératifs pour vous au quotidien. Vous devez rentrer sans cesse des notes, vous devez sans cesse conserver un tas de feuilles, photographier les étiquettes ou alors les ranger dans les classeurs. Parfois, ça prend beaucoup de place. Grâce à ce nouveau logiciel et à cette invention de CHR numérique, eh bien, le e-pack hygiène va faciliter, on va dire, la vie, votre vie au quotidien pour les démarches HACCP. Il vous suffira par exemple de prendre les étiquettes en photo à la réception du produit. Ces étiquettes seront toutes stockées dans une banque de données sécurisée. En cas de contrôle inopiné, vous pourrez fournir à l'inspecteur absolument toutes les informations et tous les renseignements dont il aura besoin pour pouvoir effectuer les contrôles. Pas besoin de se soucier, vous irez dans votre logiciel et vous aurez absolument toutes les informations requises. Donc, terminez les soucis de paperasse grâce à l'e-pack hygiène du CHR numérique. Voilà pour ces deux produits du jour. Bien sûr, si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous allez pouvoir apercevoir ces produits sur l'espace Food Studio. C'est vraiment à 2 pas de l'entrée de ce Syrah 2015. Et puis bien sûr, je vous inviterai à visiter les stands de e-pack hygiène pour CHR numérique et pour la cartouche de parmentier de canard, le stand de la recette Ferme des Loges. Karine Tessandier, c'est à vous. Merci Michel Tanguy. Écoutez, je vous propose désormais de prendre un petit peu l'air et de regarder en images un résumé des temps forts de la veille.
La médaille de bronze va à États-Unis. USA. USA! Congratulations, you have won a bronze at the World Pastry Cup. La deuxième marche du podium. Le Japon. L'Italie. Allez, on se retrouve désormais pour un dernier échange et pas des moindres, puisque nous allons évoquer à l'instant les nouveaux formats dans la restauration. Pour évoquer les nouveaux formats dans la restauration, je suis en compagnie d'Anthony Thirier, rédacteur en chef du magazine BRA Restauration, qui est avec nous et qui est en pleine, en plein calage avec ses invités que je vais vous présenter. À commencer bien par une autre, Karine. Bienvenue. Karine Marie, société Le Bonheur est dans le pot. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à vous, Frédéric Gouet. Vous êtes fondateur de Flamengo. Et bienvenue aussi à Mehdi Draoui. C'était pile poil aussi, au niveau du timing, cofondateur de Fine Lala. Allez, soyez les bienvenus pour parler des nouveaux formats en restauration. Alors, Anthony, quels sont-ils, ces nouveaux formats ? Alors on a en effet autour de la table, alors on a un temps assez limité pour parler de ces nouveaux formats. C'est un sujet tellement passionnant. On en parle tous les mois dans le magazine BRA Tendance Restauration. On a décidé d'amener avec nous 3 concepts qu'on a trouvés innovants, qu'on a trouvés également représentatifs de différents types de nouveaux formats. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais je pense que ça va être très intéressant. On va commencer par Le Bonheur est dans le pot, Karine Marie. Vous aviez à l'origine, vous avez toujours une conserverie 100% bio à côté de Toulouse. Et vous avez ouvert depuis décembre 2013 un restaurant assez atypique, donc on est vraiment dans le nouveau format. C'est un restaurant comme on en voit peut-être à l'étranger assez souvent, mais en tout cas en France c'est encore assez rare. Il s'agit d'un buffet à volonté, mais où on paye au poids absolument tout, et le client donc choisit exactement les ingrédients qu'il souhaite. Tout ça on l'avait intégré nous dans un dossier développement durable quand j'étais venu vous voir, parce qu'il y a aussi ce côté anti-gaspi finalement. Alors en quoi ce restaurant est-il différent des autres à Toulouse et en France ? Alors le concept en fait est simple, c'est-à-dire que le consommateur devient un consommateur. C'est-à-dire qu'il compose en effet l'assiette de son choix. Donc déjà, il commence par choisir exactement ce qu'il veut dans la quantité qu'il veut. Et de ce fait, il n'a pas de surprise, il n'est pas déçu. Et ensuite, en effet, il est quand même responsabilisé par rapport à une notion de gaspillage.
dans le sens où, en effet, il sait ce dont il a besoin, quelle est sa faim sur le moment, donc il va prendre ce dont il a besoin exactement. Et il peut se resservir donc à tout moment. Il paye au poids, à la fois le froid et le chaud. Hein. Absolument. Combien de produits Alors, on a sur le buffet froid, il y a à peu près entre 10 et 12 recettes, et sur le buffet chaud, on est plutôt entre 12 et 15 recettes. Voilà. D'accord. Le côté paiement au poids, donc assez nouveau qui arrive en France parmi d'autres types de restauration. Donc là, on est dans le nouveau format en termes de management finalement et de management surtout de parcours client. Est-ce que ce côté paiement au poids est assez bien accepté par les Toulousains? Oui, absolument. Ça répond à une demande. Aujourd'hui, le consommateur a d'abord envie de savoir ce qu'il mange. Dans l'occurrence, il est chez le fabricant, puisque nous sommes fabricants de tout ce qu'il trouve sur le buffet. Et ensuite, en effet, il est très sensibilisé par toute la partie écologie. Donc, il vient, on va dire, dans une certaine démarche, absolument. Il vient dans la démarche du respect de l'environnement, de par ce qu'il met dans l'assiette, d'une part, et deuxièmement, par le fait qu'en effet, il ne gaspille pas. Et en termes de format, donc j'ai cru comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ticket moyen, vous m'aviez dit, quand on s'était rencontrés, varie de 4, enfin, en tout cas, oui, le ticket du client varie de 4 € à 25, voire 30, 40, s'ils ont faim et s'ils veulent faire plaisir. Et avec différentes barquettes aussi, puisqu'on est dans les formats, donc en termes de conditionnement. Alors, on a plusieurs formats, en effet. On a la partie emportée, qui est donc en barquette recyclable. Et on peut aussi manger dans du dur si on mange sur place. C'est ça. Voilà. Un développement prévu, du coup, puisque ça marche? Absolument, oui. On veut franchiser dans les centres urbains, dans les centres-villes, à commencer par Paris, Lyon. On est assez bien représentés puisqu'on distribue tous nos produits, le bonheur est dans le pot, dans le réseau des magasins bio, puisque nous sommes une conserverie. Donc aujourd'hui, la clientèle nous connaît. Donc oui, aujourd'hui, clairement, on sait que ça répond à une demande et on a envie de se rapprocher du consommateur au-delà du rayon sur lequel est posée la conserve. Très bien, voilà. bonne chance au concept. Et puis ça va peut-être encourager aussi d'autres restaurateurs en France à partir dans ce type de fonctionnement en termes de parcours client. Finlala, le concept parisien, là, un petit tour dans la capitale. Donc, on avait appelé ça de la food street marocaine branchée, nous, dans le magazine. C'est en effet un concept en soi déjà impressionnant visuellement parlant, impressionnant également en termes de goût, puisqu'on est sur de la gastronomie marocaine telle qu'on n'en trouve pas beaucoup à Paris et en France. Et avec tout ça dans un cadre très moderne. Quand on s'était rencontrés, moi, m'avait dit... On a voulu, avant de créer un restaurant, créer une marque. Et c'est assez original. Et là, on est vraiment dans le nouveau format de restaurant, vraiment très intéressant. Pourquoi avoir voulu créer d'abord une marque, un univers, avant de réfléchir à l'offre? Pour nous, c'était hyper important de rassurer par rapport à un environnement autour de la cuisine, de la pâtisserie orientale, qui est quand même blindé de préjugés, d'a priori, où on mélange pas mal les univers, les régions, les gastronomies, les pays. Et le fait d'institutionnaliser entre guillemets une marque, c'est un facteur rassurant pour des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas eu la bonne introduction par rapport à cet univers. Et c'est aussi pour nous l'idée de s'installer dans une logique, comme on en avait discuté. Nous, on était dans une logique de développement parce que notre idéal, c'était d'intégrer la cuisine marocaine dans le quotidien des Français comme un choix supplémentaire et comme un parfum supplémentaire dans le quotidien des gens. Et par rapport à ça, il faut rassurer les gens, il faut avoir un concept qui est en transparence, en ouverture, avec des éléments clés d'une marque. Parce qu'au final, on se sent plus rassuré dans une marque. Et nous, personnellement, à la différence de ce qu'on entend un peu partout, nous, on n'aime pas le côté boui-boui marocain avec le petit côté sympa, mignon, mais au final pas rassurant, et sur lequel on peut faire la tentative une fois. Mais nous, au contraire, on a envie que les gens reviennent spontanément, parce que c'est une cuisine qui, en apparence, on la décrit comme étant ethnique, et quand on la regarde un peu plus dans le détail, elle est juste méditerranéenne, avec des produits de qualité, avec des légumes, avec du parfum. Et aujourd'hui, après un an d'activité, on a vendu, en 10 mois d'activité, on a vendu 26 000 tagines dans un quartier à Opéra, à Paris, où je pense que les gens avaient l'habitude de manger un tagine une fois par an. Ouais. Et aujourd'hui, ils vont chez nous en ne disant plus, on va chez le Marocain
Dans le sens, on va se faire ce plaisir exceptionnel annuel. On va chez Finlala voilà. Et on y mange assez souvent, assez fréquemment, assez normalement. Et alors on peut voir à l'écran quelques photos. Hein. Donc on est sur les nouveaux formats. Vous voyez, c'est surtout aussi le design qui est intéressant. On est sur des couleurs flashy, du rose, des couleurs au milieu de Paris. On peut vous dire que ça détonne et que c'est aussi ça qui est assez fort et qui est original et innovant dans le terme de format. J'ai entendu le mot parfum dans votre présentation et je crois qu'un autre aspect qui m'avait impressionné lors de notre interview, c'était le côté polysensoriel. Vous m'avez dit, on n'est pas juste dans la gastronomie, on n'est pas juste dans l'assiette, on veut faire vivre une expérience réelle et cela passe par tous les sens. Ouais. Alors, je vais me faire un peu taper sur les doigts parce qu'on entend toujours dans l'univers de la restauration que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, ce qui est une évidence. Mais ce qui compte, ce n'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, au contraire. Parce qu'on peut avoir le meilleur plat au monde, on peut avoir une odeur désagréable, on peut avoir un bruit qui n'est pas intéressant dans un point de vente, on peut avoir une assise qui n'est pas confortable. Et pour moi, Youssef, mon associé, l'essentiel, c'était d'avoir une expérience de consommation. On est dans de la restauration rapide, donc on est dans un format de prix, de consommation, de temps de consommation. Mais pour nous, l'essentiel, c'est que les gens s'imprègnent d'un super moment passé chez Finlala, avec le petit souvenir flou du Maroc, chaleureux, avec cette ambiance olfactive autour de la fleur d'oranger, avec ces couleurs comme vous les avez vues tout à l'heure, l'ambiance qui sont juste un peu joyeuses. Le toucher aussi, vous me disiez, parce que c'est vrai que quand on est dans le restaurant, on peut toucher des oranges, on peut toucher certains fruits qui rappellent aussi... Parce que de manière générale, aujourd'hui, tout est derrière des vitres et c'est un peu bloqué, fermé. Et pour nous, c'était important de pouvoir retoucher des oranges, qui est quand même le produit de base on va dire du jus, qu'on rend exceptionnel, et nous on a envie de le rendre encore une fois normal, accessible, de pouvoir le toucher, de pouvoir le voir. Et voilà, il y a une notion qui est hyper importante pour nous, c'est celle du bruit, et on avance aujourd'hui dans le temps et on va s'en rendre compte. Il y a des matériaux qui sont désagréables, il y a des bruits qui sont angoissants et anxiogènes, et pour nous un moment de consommation, c'est quelque chose de délicieux dans le plat, et tout un environnement, une prise en compte qui fait que c'est des matériaux qui claquent pas, mais c'est agréable. En tout cas, pour nous, l'essentiel, c'est que les gens sortent avec un sourire, avec plein de commentaires hyper sympas. Et les commentaires, ils ne se cantonnent pas, ils ne se limitent pas à l'assiette, qui est capitale, mais c'est vraiment un moment de consommation. Et c'est pour ça que, je pense qu'on a apprécié. C'est vrai que ça, c'était intéressant aussi dans le cadre des nouveaux formats. Finlala a aussi un mode de management un peu particulier. Le client se sert en self-service et vous me disiez, on leur apporte juste de l'eau ou quelque chose, mais on ne va pas les interrompre dans leur expérience repas. Parce que finalement, aujourd'hui, peut-être que les gens ne veulent plus ça. Ils veulent manger rapidement. Ils ne veulent pas avoir 4 fois le serveur qui vient leur demander si ça va. Est-ce que on les laisse vivre leur expérience. Il y a un accueil très important au début, à l'entrée, et ensuite ils vivent leur expérience dans le restaurant. Quand on parle de restauration rapide et quand on parle de restauration en self-service, on a l'impression que c'est toujours au défaut de l'accueil ou de la prise en charge. Nous, tout est fait pour que le client puisse en sortir tout seul. Mais bien évidemment, chacune des personnes est prise en charge puisqu'on discute avec le petit parcours, on discute, on explique, on présente. À partir du moment où la personne a fait son choix, il y a une seule intervention au final. C'est des petits clins d'œil qu'on a institutionnalisés aussi dans l'idée du petit clin d'œil marocain. C'est une miniature de corne de gazelle ou un petit thé à la menthe à la fin du repas. Mais si on s'imagine tous un peu la situation, on est dans une super brasserie, on demande une entrée, on gueule, le serveur y passe, on demande notre plat, on demande un café, on demande l'addition. C'est une expérience qui est saccadée avec toujours du bruit. Et le bruit, c'est jamais agréable. Et nous, au final, il n'y a pas de bruit. Il y a un petit verre de thé à la menthe qui vient conclure le repas et tout le monde est heureux et content. Merci voilà. Mehdi. Merci. Aussi concept en développement, puisque je crois que vous nous aviez annoncé dans le magazine un développement en franchise et le deuxième à la Défense prochainement. Ouais. On va enfin passer à Frédéric et on n'a plus beaucoup de temps, mais on va développer Flamengo, qui est du coup l'acteur local, puisque vous étiez à l'origine à Saint-Laurent-du-Pont. Vous êtes aujourd'hui avec un food truck, un camion itinérant en banlieue parisienne, lyonnaise, pardon. Donc Flamengo, Flamencuche, urbaine et nomade, c'est comme ça qu'on l'avait intitulé. La Flamencuche, mais découpée, roulée et prête à manger. Là, on est vraiment sur le nouveau format en termes de produits. Vous allez d'abord nous parler de ça. Et ensuite, il y a aussi le côté format chez vous. Dans le plan de développement, dès l'origine, vous aviez pensé aux différents types d'établissements et de corners et de camions. On a développé d'abord en termes d'offres, en quoi le client a différents formats.
Nous, on a choisi effectivement de développer un concept de restauration rapide qui soit une nouvelle solution de restauration en tout lieu et à chaque instant. Donc on a identifié des formats pour chaque instant de consommation, en fait, avec des maxi-parts pour le midi qui vont s'insérer dans des menus, ou alors des coffrets pour le soir qui vont plus correspondre à une clientèle de partage, des coffrets à partager pour le soir, des parts sucrées pour l'après-midi. Donc différents formats de produits pour se positionner sur tous les instants de consommation. Autour de ça, on a évidemment développé également plusieurs modèles de restaurants pour s'implanter dans tous les lieux de consommation. Un modèle de food truck, de kiosque ou de chariot, mais également un modèle de corner pour les centres commerciaux ou un modèle de restaurant 3 en 1 avec une vente à emporter, une dégustation sur le pouce et un service à table. Ce qui est intéressant, chez Flamengo, on a le côté format, en effet, les petites quantités. Je crois qu'ils ont des coffrets adaptés plutôt pour le traiteur, des petites choses à grignoter aussi à toute heure de la journée finalement, parce que l'offre se déstructure, on le sait tous. Mais il y a donc le côté, dès le début, puisqu'aujourd'hui vous n'avez que un établissement finalement et vous comptez en ouvrir beaucoup, mais dès le début, dès l'origine du concept, vous avez imaginé les différents formats. Donc on est vraiment, aujourd'hui tout le monde y pense, tout le monde y réfléchit. On n'ouvre plus un restaurant comme ça, on se dit ah, si j'ouvre un restaurant en fixe, peut-être qu'il faut déjà que j'imagine comment va être mon food truck, comment va être mon corner, qu'est-ce que je vais y faire dans un centre commercial, en zone industrielle, etc. etc. Bien sûr, et il faut surtout ne pas avoir peur d'adapter le produit. Il ne suffit pas pour moi de créer différents modèles de restaurants. Il faut aussi peut-être réadapter le produit en fonction des instants de consommation. Et chaque instant de consommation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous proposez aujourd'hui des food trucks clés en main. Complètement. Tout à fait. On a complètement modélisé le concept de différentes manières, avec les food trucks clés en main, les corners de centres commerciaux également clés en main, ou le restaurant qu'on a appelé, nous, la Flameria, qui est un modèle beaucoup plus abouti, avec 3 univers dans un même espace. Très bien, bravo. Je crois qu'au niveau timing, on est bon. On est parfait. Vous avez une horloge dans la tête ou quoi? Oh là là, parfait. Merci en tout cas à vous 3 d'être venus nous parler de ces nouveaux formats dans la restauration. Franchement, c'est passionnant. Ouais. Hein, et on aurait bien rester des heures, mais en tout cas, on est à votre disposition, public, si vous voulez rencontrer ces 3 créateurs. Je pense qu'ils sont encore là un petit bout de temps. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à lire BRA. Ils ont tous fait l'objet d'un article. Merci beaucoup, Anthony. Bonne fin de salon. Eh bien voilà, demain ce sera la dernière journée que nous passerons ensemble sur ce CIRA 2015. Écoutez, je n'ai pas vu le temps passer. Demain, vraiment un programme exceptionnel. Nous aurons la chance de recevoir ici même dans notre cuisine Thierry Marx. Il sera là pour nous faire une démonstration de cuisine en compagnie de Raphaël Aumont. Nous recevrons également pour une interview en tête-à-tête Yannick Aleno. On reviendra évidemment sur sa carrière et ses projets. Et puis il y aura bien sûr différentes tables rondes, différents débats, le tout en compagnie de Tiffany Conroy et de Michel Tanguy. Le rendez-vous est pris, alors à demain, même endroit, même heure.